tous. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer que la situation économique n'est pas aussi grave qu'on l'entend périodiquement, et en particulier que les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, qui a publié hier ses prévisions, voudraient nous le faire croire. Alors certes, il y a un certain nombre de mauvaises nouvelles, hein. Il y a des tensions géopolitiques, il y a la guerre en Ukraine, il y a le risque de guerre au Moyen-Orient, et donc nous ne négligerons pas ces tensions et ces risques. Mais quand on fait la liste de ce qui va déterminer la croissance dans les prochaines années, hein, dans les 1, 2, 3, 4 prochaines années, on est surpris de voir essentiellement des bonnes nouvelles, hein. Les mauvaises nouvelles sur la croissance sont extrêmement rares. Et ceci semble assez fortement sous-estimé par le consensus des prévisionnistes ou par le consensus des institutions internationales. Donc j'ai fait une liste des bonnes nouvelles. D'abord, les politiques monétaires ne vont pas devenir très restrictives. Les politiques monétaires, les banques centrales ont complètement changé d'orientation. On ne retrouvera pas des politiques monétaires très restrictives. La Réserve fédérale va s'arrêter à 5,5%. La BCE va s'arrêter à 4,5%. Et donc les politiques monétaires, curieusement, vont rester expansionnistes. Les taux d'intérêt réels vont rester négatifs. Les taux d'intérêt nominaux vont rester inférieurs à l'inflation sous-jacente. Et donc ça, c'est un changement, et un changement structurel du point de vue des banques centrales. Ça révèle que les banques centrales ont d'autres objectifs que la lutte contre l'inflation, et par exemple la stabilisation du chômage, la facilitation des investissements de transition énergétique, etc. Et donc il n'y a pas devant nous une politique monétaire, même si les banques centrales vont monter les taux d'intérêt un peu plus que le consensus de marché. Il n'y a pas une politique monétaire restrictive. À nouveau, les taux d'intérêt réels vont rester dans la zone où ils soutiennent l'économie, ils soutiennent la capacité budgétaire des États. Deuxième facteur positif, les politiques budgétaires vont rester expansionnistes. Les politiques budgétaires expansionnistes sont permises par les taux d'intérêt réels faibles, et aussi bien en Chine, dans la zone euro, aux États-Unis avec le plan Biden pour financer les énergies renouvelables et l'innovation. On va rester dans une trajectoire budgétaire assez expansionniste de soutien de l'économie, et donc il n'y a pas de restriction budgétaire en vue, et on s'arrangera pour rendre cela compatible dans la zone euro avec le retour de certaines normes ou d'une certaine discipline budgétaire. Troisième argument positif, il y a un besoin d'investissement tout à fait considérable. C'est un besoin d'investissement d'abord de rattrapage. Dans la zone euro, par exemple, le taux d'investissement net des entreprises n'est que de la moitié de ce qu'il est aux États-Unis. Et on voit que les entreprises de la zone euro investissent plus que ce qu'on attendait. Il y a une volonté de rattraper ce retard d'accumulation de capital. Et puis, il y a tous les investissements de transition énergétique qui sont devant nous. Ces investissements de transition énergétique vont représenter plus de 4 points de PIB de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on est à 2,5. Et donc, il y a encore 1,5, 2 points de PIB d'investissement de transition dans la rénovation des bâtiments, dans la décarbonation de l'industrie, dans la production et le stockage d'énergie renouvelable qui est à venir. Quatrième argument, il y a un effort d'innovation considérable. Enfin, il ne vous a pas échappé que, et donc Philippe va évoquer ça évidemment, mais il ne vous a pas échappé qu'on a des délais d'obtention des vaccins incroyablement raccourcis, que les États-Unis investissent plus de 3,5% du PIB en recherche-développement, que l'Europe est en train de rattraper son retard en recherche-développement, et donc la Chine fait incroyablement des efforts pour se moderniser et va arriver cette année à 2,5 points du PIB de recherche-développement. Et donc on a vraiment un effort d'innovation qui provoquera à terme un supplément de croissance. Ensuite,
on n'est pas dans un cycle usuel. Hein. On a conservé dans cette difficulté économique qui commence en 2020, on a conservé des résultats très importants des entreprises. Et donc ces résultats importants des entreprises ont été permis par le fait que les États ont soutenu le revenu des ménages, donc les entreprises ont pu garder leur marge bénéficiaire, aussi bien aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc c'est une condition. Hein, et ça génère la possibilité pour les entreprises d'accumuler un supplément de capital, d'investir davantage. Et puis, la Chine va finir par se redresser. Je suis assez étonné des prévisions très pessimistes sur la Chine. Alors, la Chine a des problèmes structurels. Hein. Il y a le vieillissement démographique qui coûte de la croissance. Il y a la crise immobilière qui est simplement due à un truc assez mécanique. C'est que tous les Chinois ont investi leur épargne dans l'immobilier et ils sont tous vendeurs d'immobilier en même temps puisqu'ils vieillissent. Hein. Donc, ça génère une dépression du marché de l'immobilier. Mais on ne peut pas se baser sur la croissance courante de la Chine pour extrapoler la croissance. La Chine va retrouver un rythme de croissance de 3,5-4% par an et donc va redevenir un moteur, bien entendu moins fort qu'avant, mais un moteur de l'économie mondiale. Et puis, je finis cette longue liste. Je dois encore... enfin, je saute des choses. Il y a beaucoup de pays émergents qui vont bien. Alors, on se focalise sur les pays émergents en crise. Les pays émergents en crise, c'est essentiellement les pays qui ne sont pas exportateurs de matières premières et qui ont une dette extérieure importante, en particulier en dollars. Et donc, c'est les usual suspects, hein, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Turquie, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte et c'est le Sri Lanka. Mais simplement, c'est assez peu de pays. Quand vous regardez la liste des pays émergents qui sont favorisés par l'environnement international récent, c'est des pays émergents qui sont exportateurs de pétrole, exportateurs de matières premières agricoles, exportateurs de métaux. Et c'est des pays émergents qui n'ont pas de dette extérieure parce qu'ils sont exportateurs de matières premières. Et c'est la plupart des pays émergents. Hein. En particulier, c'est toute l'Amérique latine, c'est tout le Moyen-Orient, c'est une grande partie de l'Asie, hein, des pays d'Asie hors Chine. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on se concentre sur les pays émergents qui sont en difficulté, qui ont appelé le FMI, etc. Mais il y a beaucoup plus d'exemples de pays émergents qui vont bien. Et la croissance émergente, même dans les prévisions les plus pessimistes, va rester autour de 3,5% cette année. Voilà, donc je finis. Et donc, il y a vraiment des facteurs d'inquiétude, mais plutôt géopolitiques. Honnêtement, on n'est pas dans un environnement de récession. Il n'y a aucune variable économique qui a un comportement ou qui annonce une récession. Et donc je crois que Bruno Le Maire a raison de tenir la prévision à 1% pour la France. Et mon pari, c'est que la France va faire 1% de croissance, que les États-Unis vont faire 1,5% de croissance, et que donc les institutions internationales surestiment la gravité de la situation et surestiment les effets des chocs que je nie pas. Alors, sauf si, évidemment, les chocs géopolitiques s'aggravent, si la Chine envahit Taïwan, mais c'est extrêmement improbable, si Israël attaque l'Iran, mais c'est relativement improbable, mais sauf si la situation géopolitique s'aggrave, la situation économique du monde est meilleure qu'il n'y paraît, parce que vous ne pouvez pas identifier une variable qui est sur une trajectoire qui annonce une récession mondiale. Voilà.